Thierry et Sébastien vous ont compilé cette 329e revue de presse web et tech. Au sommaire de cette semaine, il est question de la plainte d'Apple contre NSO, l'éditeur du spyware Pegasus dont on vous avait parlé l'été dernier. Vous vous rappelez, c'était dans l'épisode 314. La plateforme de vente en ligne Wish va disparaître des résultats de recherche en France. On vous explique pourquoi dans cet épisode. L'architecture, je vais y arriver, ARM, fait du bien au Mac. Alors pourquoi pas au PC sous Windows ? On vous explique pourquoi ce n'était pas possible et pourquoi ça peut le devenir. C'est un scénario hollywoodien. La NASA compte détourner de sa trajectoire un astéroïde de la taille du Colisée de Rome. Film catastrophe ou péplum. Le meilleur du web suisse souffle ses 11 bougies. L'un de ses fondateurs est chroniqueur chez nous. On se voit mal l'empêcher d'en parler. On vous parle aussi de Van Life, de Matt Damon, de Suédois, sans une seule fois vous proposer de cliquer sur des liens d'affiliation pour acheter des produits dont vous n'avez pas besoin. Bienvenue, et d'avance merci de vous abonner au Techno, merci également pour les partages de nos contenus dans vos réseaux. C'est donc le 329e épisode avec Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Marc, bonjour Thierry, bonjour tout le monde. Ça c'est de la voix, il peut donner de la voix là maintenant. Et puis il y a Thierry, il est en forme, il est très en forme. Bonjour Marc, bonjour Sébastien. J'ai perdu un truc mais je l'ai retrouvé. Comment ça se passe bien ? C'est l'hiver qui commence en Suisse puisque oui, Suisse, point météo, la neige arrive la semaine prochaine, donc préparez vos skis, voilà. Celles et ceux qui s'intéressent à nos pistes, eh bien ça commence. Voilà. Ceci étant dit, on en discutait là tantôt déjà un petit peu, mais j'ai vu passer la salière devant chez moi hier, des allers-retours. C'était pas juste pour mettre pour les frites, hein, ça, j'entends ici les commentaires, le machin, etc. Non, apparemment il y a quelqu'un qui suspecte qu'à un moment donné il va neiger en Belgique. Ça va geler. Donc, ça va geler. Donc ils ont un petit peu anticipé. Voilà, on est comme ça chez nous. Nous ne sommes que générosité. Dès le moment où il fait un petit peu froid, mettons du sel. On sait jamais. Oui, c'est ça. Si jamais il neige. Donc, voilà. On peut se moquer. On a le droit de se moquer, très honnêtement. Ce que je vous propose, Bruxelles parce est à 1300, 1400 mètres d'altitude, hein, je crois. Oui. moins 100, moins 1000. Voilà. Moins 1200 même, puisqu'il y a l'altitude 100 à Bruxelles. Oui. L'altitude 100, c'est quelque chose. Hein, l'altitude 100, les remontées mécaniques de l'altitude 100, pour ceux qui connaissent, c'est assez extraordinaire, il faut le reconnaître. C'est la commune de Forêt, pour ceux qui connaissent. Après, voilà. Allez, on a du pain sur la planche, il y a un gros sommaire, il faut bien... Avec la lettre, et c'est tout à fait normal de commencer par la lettre A, comme Apple. Quand Apple contre-attaque, je vais pas vous faire la musique de l'Empire contre-attaque, mais c'est un peu ça, contre NSO. J'en parlais en sommaire. Le NSO, c'est cette boîte qui a conçu Pegasus. C'est qui des deux qui nous en parle? C'est Sébastien, évidemment. Oui. Bah oui, quand je suis là, ça commence par A, ça commence par Apple. Souvent, je suis content que tu aies noté la référence à Star Wars. Merci. Il y aura au moins comme ça une personne qui l'aura remarqué. Apple contre-attaque. Donc NSO, c'est cette société israélienne qui fabrique un logiciel d'espionnage qui se vend avec la complicité ou disons avec l'aide du gouvernement israélien à des États et uniquement à des États pour pouvoir, enfin officiellement en tout cas, uniquement à des États pour pouvoir infiltrer des téléphones, pas uniquement les iPhones, également les Android, en général des téléphones de personnalités, de gens du business, des médias, des journalistes, des opposants politiques par exemple ont tous été impactés. C'était Amnesty qui révélait ça au printemps ou à l'été de cette année. Comment ils font ça? En exploitant des failles de sécurité. Vous savez, on vous parle souvent des failles de sécurité. Tiens, il y a un chercheur qui a trouvé un exploit sur ceci ou cela. Et sur iPhone, typiquement, ils exploitaient une faille de sécurité dans iMessage, qui est l'application SMS et messages de l'iPhone, qui permettait juste en envoyant un message de déclencher une procédure, de déclencher du code, et une fois que du code est déclenché, de télécharger d'autres choses et de s'installer tranquillement dans votre téléphone et de pomper les adresses, les messages, les photos, etc., etc., etc. C'est un peu de la faute d'Apple. S'ils arrivent à le faire, c'est parce qu'il y a des failles de sécurité.
Eh bien, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'Apple ne se considère pas du tout comme coupable dans cette affaire. Non, ils se considèrent comme victimes. Et donc, ils attaquent NSO en justice pour demander, un, des dommages et intérêts, et deux, leur demander, essayer de retirer leur accès aux produits Apple, notamment aux licences des outils de développement et autres outils qui sont utilisés pour pouvoir développer sur Apple. Ils demandent plusieurs millions de dommages et intérêts qu'ils ont promis de verser aux ONG qui ont fait toute l'enquête, notamment Amnesty. C'est pas exactement Amnesty, je recherche le nom, c'est Amnesty Tech, qui est le labo technologie d'Amnesty. Et en plus de cette plainte en justice, ils ont fait un chèque de 10 millions pour Citizen Lab et Amnesty Tech, les deux ONG qui ont dévoilé l'affaire. Donc ils vont financer ces ONG pour qu'elles puissent continuer à travailler sur ce sujet. Alors évidemment, c'est l'intérêt d'Apple de faire ça, puisque plus on fait du bruit là-dessus, au moins ces failles de sécurité seront utilisées et puis elles seront connues. Donc ça permet de les réparer également et donc de rendre des produits plus sûrs. Mais je trouvais très amusant la posture de... C'est nous les victimes dans cette affaire et on attaque en justice. C'est juste une annonce d'attaque en justice, on n'est pas encore à un procès ou à des dédommagements. On verra, on suivra l'affaire évidemment comme d'habitude dans les technos. Je les trouve de plus en plus forts, moi, chez Apple, en termes de communication. La semaine passée, on parlait des kits de dépannage. On va vous aider à dépanner vos appareils, machin, tout le toin qu'ils ont fait au départ en disant non, vous ne pouvez pas ouvrir nos appareils, c'est interdit, machin, etc. Maintenant, on vous donne les clés. Allez-y, n'hésitez pas. Et ici, la posture est quand même magnifique. Ceci dit, je me fais un peu, pas l'avocat du diable, mais laisser faire Pegasus, laisser faire NSO, c'est pas la meilleure solution non plus. Et si quelqu'un peut les attaquer, a priori c'est Apple, je pense. C'est un abus c'est un abus, pardon. La position d'NSO, c'est un abus des termes du contrat d'Apple, des termes d'utilisation. On peut pas essayer de craquer un appareil. Donc légalement, à mon avis, tu sais le truc qu'on lit tout au début, la première fois qu'on installe son iPhone et on dit j'accepte, et puis voilà. Il est marqué là-dedans qu'on a accepté de ne pas faire ce genre de choses. Je me demandais de quoi il parlait, le truc qu'on lit au début. Ah ouais, c'est ça, ouais. oui, tout à fait. Non, vous n'avez pas perçu la petite pointe d'ironie dans mon langage. Mais oui, non, mais je veux dire, ils ont des bases contractuelles pour pouvoir les attaquer. Il y a de bonnes chances qu'ils réussissent, plus sur ce plan-là, puisque effectivement, il y a une violation du contrat d'utilisation de l'appareil, et donc ils sont dans leur bon droit, même si ça peut c'est un peu rigolo dans ce cas-ci. Ok. Chacun tirera les conclusions qu'il veut et laissera un commentaire éventuellement, si un commentaire pertinent. On va pas non plus, mais ou drôle. Tant qu'à faire. C'est vrai que ça peut être drôle. Cette news me fait marrer parce qu'accessoirement, il faudrait qu'il se bouge le 1. Le U pour peut-être réparer les failles. Apple. Bougez-vous. Là, on rigole. C'est fait. Oui, c'est ça. C'est réglé. Les failles de Pegasus sont corrigées dans iOS 15. Pegasus, à la connaissance d'Apple, ne fonctionne pas du tout sur iOS 15. Alors on les raille un petit peu, etc. Mais ça nous a tous, on était tous très très étonnés de l'exploit. Quand c'est paru, je me rappelle, c'est possible de faire ça, même sur un appareil Apple. Donc tout le monde était un peu sur le derrière. Donc voilà. Avant de passer à la suite, je vais demander à Sébastien de se remettre au milieu de son image parce qu'on va finir par plus te voir. Merci. Il part dans le décor. Et on est à la lettre C comme crypto. Thierry va nous parler de Matt Damon. On a les deux extrêmes aujourd'hui. On a d'un côté, faut être très clair là-dessus. On a Sébastien de l'autre côté. Lui, c'est sécurité, informatique, cryptographie, machin, etc. Et de l'autre, on a le monsieur People. Voilà. Je vous ai fait le point météo. Je vous ai fait le point People. C'est ça. Donc le point People avec Matt Damon qui se lance dans la publicité. On l'avait vu dans une publicité pour du café avec un pote à lui. Dont on ne dira pas le nom parce que c'est pas le but, mais qui fasse de la pub pour autre chose que du café, c'est quand même fort étonnant et c'est pour ça qu'on en parle.
quelque part. Ouais. Non, c'est franchement étonnant. Et puis cette news, c'est en allumant la télé. Vous savez, ce truc, cet écran qui traîne dans une pièce qu'on appelle le salon. Ce meuble, voilà, excuse-moi, je cherchais le terme adéquat. Ouais, et puis je sais pas ce qui m'a pris. Un soir, je l'ai allumé et je suis tombé sur un truc qui s'appelle la télévision, donc un truc linéaire où tu dois être à l'heure précise pour voir un truc qui t'est choisi pour toi. Ça t'intéresse pas. Enfin bref, que ne fut pas ma surprise de voir pendant pratiquement 55 secondes en prime time. Vous savez, c'est le moment où ça coûte plus cher, c'est juste avant le JT. Nous, on dit le TJ ici. Une pub dans laquelle, effectivement, Matt Damon regarde faussement des animations 3D relativement bien faites, mais tout compte fait, à revoir ce spot, il n'est pas forcément de très bonne facture. Mais que ne fut pas ma surprise de voir pour quel produit c'est, parce qu'il faut rester jusqu'à la fin pour comprendre qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de vous vendre. Il y a un petit gag, si vous regardez le spot, vous verrez 3 cosmonautes qui viennent, qui franchissent une espèce de petits pontons comme ça, et puis il y a un prénom qui est inscrit sur le cou de celle qui est au milieu. C'est une femme, c'est assez drôle, et puis c'est un joli pied de nez. Vous serez obligé d'aller regarder ce spot pour voir pourquoi je vous parle de ce détail. Et là, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, c'est quand même pas ça. Et puis effectivement, à la fin. Je suis pas d'accord. Tu vas nous dire de quoi il s'agit, parce que je refuse qu'on envoie les gens regarder de la pub. Non. Ok, je dévoile tout. Ah oui. Et vous serez obligé peut-être d'aller vérifier tout ça. Non. Alors effectivement, au moment où j'ai vu cet indice, je me suis dit mais non, il est pas en train de nous faire de la pub pour de la crypto. Et oui, effectivement, au final, c'est pour crypto.com. Et c'était sur une chaîne suisse, donc a priori, ils lâchent les chiens pour se payer des espaces pubs de malades en télévision, en mainstream, pour parler crûment. Et puis le petit détail qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'effectivement, la cosmonaute asiatique, pour histoire de jouer le multiculturel, eh bien, elle s'appelle Satoshi. Voilà, je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. C'est très malin. Et moi, ça m'a fait bizarre de voir Matt Damon pas nous vendre du café avec l'autre qu'on voit trop ici, puisque je vous rappelle que le café en question, il est suisse. Enfin, en plus, il est fabriqué ici, voilà. Les champs de café en Suisse. Je vais pas ici débattre de ça. J'attends vos commentaires. Le réchauffement climatique, ça va trop loin. Ça va trop loin. Mais qu'est-ce qui a poussé ce gars à faire de la pub pour crypto? Et puis, avant que le spot apparaisse, je pense, sur les écrans. Ouais, bon, d'accord, peut-être. Mais là, on parle d'une campagne, je pense, qui est méchamment internationale, qui est assez conséquente. Et puis, j'ai plusieurs personnes dans mon entourage, parce qu'ils savent que je m'intéresse à la crypto, qui m'ont demandé ce que je pensais de crypto.com. Moi, je leur ai dit, les gars, moi, je connais Binance, je connais Coinbase, ils sont là, ils sont bien installés. Crypto.com, ils arrivent, c'est des nouveaux. On va pas en débattre ce soir, je vous rassure. Mais je sais pas trop, mais enfin, moi, à votre place, j'irais sur des chevaux de course un peu plus fiables. Puis en même temps, eux, ils se payent une pub à la télé, là où les autres en avaient pas besoin. Donc, allez-y, lâchez-moi vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Est-ce qu'il faut aller sur crypto.com ou pas? Parce qu'il y a Matt. La question reste ouverte. Voilà. La question, c'est as-tu confiance en Matt? Oui, voilà. Déjà que pour le café, c'était pas. Oui, bon, bon, je pense qu'effectivement, le chèque a dû être conséquent. Ouais. Parce que quand on est rare, tu vois, ce qui est rare est cher. Et donc, comme le monsieur est relativement rare en matière de publicité, c'est pas tous les jours qu'on le voit dans des spots. Moi, je l'ai vu aussi, ce spot. Je ne sais pas où je l'ai vu, par contre, parce que je ne regarde pas beaucoup la télévision. Et donc, je le vois aussi sur YouTube. On le voit. Ok, d'accord. Ça doit être là, alors. Mais voilà. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien. J'étais en train de réfléchir que le monsieur qui fait la pub pour le café, il l'a fait que en Europe, même si le monsieur il n'est pas européen. C'est vrai. Parce qu'il voulait pas que son image soit affectée par ces pubs. Peut-être que Matt a le même. Il a peut-être le même type de contrat, peut-être, Matt. Ce qui est amusant, parce que finalement, ça lui a donné un capital sympathie en Europe. Et au contraire, aux États-Unis, il a peur que ça empiète sur son capital. Voilà, ça n'a rien à voir avec la news more reste dans le people, quand même. Oui, c'est vrai. Voilà. Si vous voulez qu'on change la thématique du podcast, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Ça va être compliqué de changer le nom, par contre. Mais on comprendra pourquoi. On mettra un petit historique, tu vois. Oui, voilà.
Je demanderais à quelqu'un d'écrire ça correctement pour avoir, tu vois, l'historique des technos. Alors ça a commencé, on a parlé business, on a parlé technologie, machin, etc. Et un soir, on a dérapé complètement. On a parlé café, on a parlé de Matt Damon, on a parlé de café suisse, etc., etc. Allez, on passe à la suite. D, la lettre D comme Dart, c'est un joli jeu de mots en plus qu'ils ont fait. Ils sont rigolos quand ils veulent, ils savent faire des chouettes trucs. La NASA qui joue aux fléchettes en fait, hein, c'est un peu ça l'idée, Sébastien. Oui, Dart, ça veut dire fléchette, en effet. Ouais. Je voulais vous chanter un truc en préparant cet épisode, et puis j'ai eu un moment d'empathie soudain pour vos oreilles et les oreilles de nos auditeurs. Mais vous vous souvenez de ce qu'on écoutait en 1998 ? Ah, ça fait très mal. Écarte-le. Ça passe ? Non, ça passe non, pas. C'est insupportable, ça nous arrache les oreilles. On a perdu, je sais pas combien, on en a perdu. Je voulais pas l'utiliser trop longtemps non plus pour qu'on se fasse pas démonétiser pour des questions de droit. Oui, mais en 1998, on chantait tous une chanson d'Aerosmith qui disait « Je ne veux pas fermer les yeux ». Pourquoi ? Parce qu'on avait ces images de Bruce Willis qui partait sur une fusée pour sauver le monde, aller atterrir sur un astéroïde qui menaçait la planète Terre, et tout ça sous les yeux de la belle et divine Liv Tyler, qui n'est d'autre d'ailleurs que la fille du chanteur d'Aerosmith, puisqu'on reste dans le côté people. Et donc, tranche de vie, chez moi cette semaine, un matin j'étais dans ma douche, j'écoute la radio et j'entends un scientifique qui explique que la NASA, c'est véridique, va envoyer une sonde sur un astéroïde qui était à 6,8 millions de kilomètres. J'ai fait les maths juste avant l'épisode, c'est 20 fois la distance Terre-Lune. Vous voyez les 1000 kilomètres que vous faites pour aller à la mer avec les gamins qui crient derrière, etc. C'est 6000 fois ça. C'est 6000 fois 1000 kilomètres, d'accord ? Donc c'est très loin. Donc ils vont envoyer un truc qui a la taille d'une machine à laver, grosso modo, sur un truc qui est la taille d'un terrain de football, qui se trouve à 6,8 millions de kilomètres. Et rien que ça, ben moi ça m'a épaté, ça m'a fait ma journée, j'étais content sous la douche, je me dis waouh, on est capable de faire ça. Alors plus sérieusement, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Cet astéroïde, il ne menace pas du tout la Terre, il va pas rentrer en collision avec nous. Pas encore. Ça va peut-être changer. On va changer cette trajectoire, on ne sait pas. On peut parier après. Jamais. Mais l'idée c'est que le monsieur qui est interviewé à la radio disait il n'y a pas de menace connue aujourd'hui, donc tout ce qu'on voit, il n'y a rien qui menace la Terre immédiatement, mais il y a tout ce qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas. Et puis si un jour on détecte, on aura besoin de 5 à 10 ans quand même pour mettre en place quelque chose, pour pouvoir y aller, etc. Donc il vaut mieux s'entraîner maintenant, et c'est ce qu'ils font. Ils font maintenant des systèmes, des programmes de la NASA pour envoyer des sondes vers des astéroïdes pour faire deux choses. D'abord, essayer de le dévier. Et alors ici, c'est pas un astéroïde pour être précis, c'est 2 astéroïdes. Il y en a un gros, un terrain de foot qui tourne autour, avec un plus petit qui tourne autour. Et là, ils vont essayer de taper sur le petit, si je me souviens bien, pour le faire exploser, enfin pas entièrement, mais ils vont quand même dégager à peu près 100 000 tonnes de roches, c'est ce qu'on espère dégager de l'impact, de manière à dévier sa trajectoire. Il va tourner légèrement autour de l'autre, mais un peu plus rapidement, pour calculer la force qu'il faut pour pouvoir dévier ce genre de choses. Mais ils en profitent pour barder leur machine à laver de plein de sondes, de capteurs, de trucs, etc., pour aller chercher du gaz, pour aller chercher des résidus de roches, pour faire des spectroscopies, des radars et des tas de choses que je comprends pas, pour analyser ces astéroïdes, parce que ces astéroïdes, ces petits cailloux qui gravitent dans l'espace, sont les vestiges de l'origine de notre système solaire, même de l'univers, et donc c'est une espèce de mémoire vivant, c'est une mémoire de notre univers qu'on va essayer d'analyser pour aller comprendre le passé et la formation de l'univers. Mais je reviens sur ma news du début, une machine à laver, un terrain de foot, 6,8 millions de kilomètres entre les deux. Et des enfants. Il n'y a pas d'enfants qui braillent derrière, heureusement. Ça serait long. Mais imaginez la précision, parce que tout ça est en mouvement, hein, ça bouge. Accessoirement, la Terre, elle tourne, le truc, il est parti. Enfin, oui, c'est pour ça que j'étais épaté. Avec la chance qu'on a ces derniers temps, moi je crains fort qu'on détourne effectivement cet objet et que finalement ils viennent vers nous. Qui nous retournent. Voilà. Donc et là on sera bien. On dira ça a marché, mais ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que voilà, on n'a pas tapé au bon endroit et le bidule nous vient sur la tronche. C'est pas un petit bidule en plus, hein. Donc voilà. Moi je trouve ça fantastique, très honnêtement. On rigole, on aïole, mais c'est qu'on soit
capable de faire des trucs pareils, moi à chaque fois ça m'épate, mais en même temps, enfin voilà, je sais pas, est-ce que c'est vraiment utile? On a vraiment des craintes. C'est au moins utile pour la science, pour observer, pour savoir. Pour la science. Non, mais pour aller voir ce caillou et de quoi il est composé. Au moins ça. Moi, j'aimerais bien parler aux mecs qui ont calculé les trajectoires, les poussées, les trucs. Là, chapeau. Alors, quand tu dis aux mecs, c'est peut-être une dame. Oui, quand je dis aux mecs, c'est probablement plusieurs personnes d'ailleurs, avec des dames et beaucoup d'ordinateurs aussi. Et je rappelle quand même que, et ça c'est l'histoire qui le dit, si on a su aller sur la Lune, c'est grâce à des dames qui faisaient les calculs, donc il faut quand même le préciser, c'est important. Voilà, un bel objet envoyé dans l'espace, une fois de plus. Ça coûte combien ce lave-linge coûte combien? Rien du tout, 3 fois rien. On n'a pas le prix, hein. T'as pas la quittance? C'est ça. L'article, ça doit être en millions. On va mettre du produit pour le calcaire, hein. Ce prix-là, de toute façon, on va. Ce serait dommage que la machine s'entartre, quoi. Voilà. Et alors, pour ceux qui parlent pas anglais, l'allusion de Marc, le jeu de mots au début, c'est parce que Dart. Oui, ça veut dire quoi, Dart en anglais? C'est le jeu de fléchettes, vous savez, des petites flèches qu'on lance et c'est ronde. Et c'est l'acronyme, évidemment, du programme. Je sais pas, c'est Double Asteroid Redirection Test. Voilà. Test de double redirection d'astéroïdes. Dart. Vous y penserez la prochaine fois que vous lancez les fléchettes. Bonne chance, on a envie de lui dire à bientôt. La lettre L comme... tiens, ça c'est pas un mot, c'est 3. D'habitude c'est un mot. Ici c'est Linux en Allemagne. Sébastien, c'est de nouveau toi qui parle pour parler des services publics qui se mettent à Linux. C'est marrant parce que j'en avais parlé il y a pas tellement longtemps en disant que le logiciel libre de manière générale, mais et Linux en particulier, avait fait son entrée il y a déjà quelques temps de ça dans certaines administrations en Belgique, avec un retour en arrière, je pense même, vers des solutions plus classiques, on va dire ça comme ça, pour être gentil, souvent un petit peu aidé par un petit peu de lobbying, ça il faut pas le dire trop fort, mais finalement c'est vrai que Linux, pourquoi pas, en administration, dans les administrations, enfin pourquoi pas de manière générale, mais dans les administrations encore plus peut-être. C'est un sujet sur lequel je suis ambigu. D'un côté, c'est de l'argent de nous, c'est nos impôts, c'est de l'argent public. Administrations publiques. Donc, doit-on les mettre dans des sociétés américaines, pour le coup, Microsoft, Windows, pour pas le nommer, et doit-on mettre toute la connaissance d'une administration, c'est-à-dire une administration, ça produit quoi? Ça produit des documents, donc c'est des bases de données, c'est des documents Word et des trucs Excel. Doit-on mettre ça dans des formats de fichiers propriétaires, ou au contraire utiliser des formats libres? Alors, je vous entends déjà crier en disant non, évidemment, ça doit être libre. Et donc, il y a un canton, ou un État allemand, puisque l'Allemagne est un État fédéral, à l'image de la Belgique et de la Suisse, qui s'appelle, dont j'ai oublié le nom, mais c'est imprononçable. Peut-être Thierry pourra prononcer le nom de cet État. J'arrive même pas à le retrouver dans mon article. C'est pas grave. Ah si, voilà, je vous avais dit que je ne pourrais pas le prononcer, Schleswig-Holstein, qui veut migrer 25 000 PC pour leurs fonctionnaires de Windows à Linux et surtout à LibreOffice. Je ferai un petit récap après de ce que c'est que LibreOffice. Quand j'ai vu cette news-là, je me suis dit, c'est une bonne idée. Mais est-ce qu'on n'a pas déjà entendu la même chose de Munich, il y a 5 ou 10 ans, la ville de Munich libérait tout. Tu as cité, Marc, un exemple en Belgique. Moi, je me souviens de la gendarmerie française aussi, qui avait fait un grand plan de migration sur LibreOffice ou OpenOffice à l'époque, comment ça s'appelait. Est-ce qu'ils l'utilisent toujours? Enfin, on voit ces annonces arriver, repartir, et puis finalement il y a quand même beaucoup de résistance de la part des utilisateurs qui ont leurs habitudes, qui ont le petit utilitaire machin, l'application machin qui n'est pas compatible et qui force toute une administration à revenir en arrière. Donc c'est bien qu'il y ait ce genre d'initiative, je les supporte, j'espère qu'elle sera durable dans le temps, et si j'ai 2 minutes, je voudrais rappeler ce que c'est que LibreOffice et d'où ça vient LibreOffice. Parce qu'on dit LibreOffice, d'accord, LibreOffice c'est porté par une fondation maintenant qui s'appelle la Open Document Foundation, si je me souviens bien. Et c'est une fondation qui développe cette suite. Cette suite est née en commercial dans les années... oh là là, c'était au siècle passé, mon bon monsieur. Dans les années 90, ça s'appelait StarOffice. Et c'était la seule alternative, à l'époque en tout cas, qui tournait, alternative à Microsoft Office, qui tournait sous Linux déjà à l'époque, mais aussi sur d'autres, sur AIX d'IBM et sur Solaris de Sun.
À l'époque, Sun, c'était une société qui était assez présente dans le monde de l'Internet. Leur slogan, c'était « Nous sommes le point dans .com ». C'est eux qui font le lien entre tout. Et Sun a donc racheté Star Office et a décidé, dans sa grande stratégie open source, de le rendre open source. C'est devenu Open Office. Puis Sun s'est fait racheter par Oracle, société qui fait des bases de données, qui a dit « Nous, ça ne nous intéresse pas, on va le donner à la fondation Apache. Et donc, c'est devenu Open Office d'Apache. Et, il y a eu des bisbouilles politiques, ça s'est pas très bien entendu. Ce projet n'a pas vraiment démarré. Il est toujours là. Vous pouvez toujours télécharger OpenOffice d'Apache. Mais il y a eu une espèce de guerre nucléaire. En open source, ça s'appelle un fork, c'est-à-dire on sépare le code. Et il y a un groupe de développeurs qui continue de développer une version cousine. Et c'est ça qui est LibreOffice et c'est celle qui a le plus de succès pour le moment. Donc si vous êtes sur Linux, vous connaissez certainement. Si vous êtes sur Windows et sur Mac, ça marche très bien aussi. Ce sont des très bonnes alternatives à Microsoft Office. Il y a un tableur, il y a un traitement de texte, il y a un logiciel de présentation qui sait presque parfaitement lire et écrire des documents au format Word, et puis qui a son format ouvert aussi, promu par la Fondation. Pour refaire le lien avec ta news de départ, c'est la question que je voulais te poser, c'est effectivement, est-ce que les points doc, les points, etc., que l'on sort sont compatibles et vont pouvoir être lus? Parce que c'est ça qui compte quelque part. À un moment donné, c'est bien de faire des trucs dans son coin à part qui fonctionnent soi-disant mieux, ou, pour plein de raisons, on peut imaginer ça, mais à un moment donné, il faut être aussi disponible par rapport au monde qui existe. On ne peut pas refuser tout ce qu'il y a autour de nous et dire « Ah non, mon point doc, c'est mon point doc, je l'ai fait avec LibreOffice, avec ton vilain truc de l'art, machin, Microsoft, moi je me décline toute responsabilité. » On ne peut pas vivre comme ça, on ne peut plus faire comme ça. Alors, j'ai pas d'expérience récente, mais j'ai utilisé StarOffice et OpenOffice à l'époque pendant des années, quand je travaillais sous Solaris et sous Linux et au début du Mac également. Et ça lisait relativement bien les documents Word et les présentations. Ça exportait au format Microsoft également assez correctement dans les présentations. Il y avait de temps en temps des polices de caractère, des trucs, etc. Oui, c'est ça. C'était les polices, un peu de retouche. La tabulation aussi, des fois, qui... Ouais, mais c'était tout à fait jouable. Il me semble qu'on me corrige si je dis une bêtise que Microsoft Word maintenant peut lire des documents ODT, et sur Mac, le TextEdit, TextEdit, il est capable de lire des formats ODT aussi. Donc ODT, c'est Open Document Text, donc c'est l'équivalent du format DocX chez Microsoft. Donc tout ça se parle avec le temps. C'est bien. Ouais. J'ai vu l'index, pour être précis, de notre ami Thierry. J'ai une crampe dans mon mollet, c'est une horreur. Je vais faire un jogging dans un instant. Il sort du cadre. Ouh là là. Vas-y Thierry. Oui, alors je te confirme qu'effectivement l'interportabilité est bientôt au rendez-vous, parce qu'effectivement les DocX, les nouvelles versions qu'il y a eu, qui se sont rattachées effectivement à tout ce que faisait Word, avec Microsoft, sont toujours lisibles, exportables. Et puis pour la petite histoire, pour ramener aussi un petit peu d'OS X dans tout ça, ça marche aussi du côté de Pages, Mac, qui lit effectivement sur Mac, qui est maintenant gratuit. Et on peut aller dans un sens comme dans l'autre. Le dernier trublion de la famille, ça reste PowerPoint, où effectivement il y a quelques petites spécialités, quel que soit le logiciel sur lequel on va ouvrir un PowerPoint. Il y a des fois, effectivement, comme vous l'avez cité, des histoires de police caractère, de mise en page, de mise en forme. Mais l'expérience m'a montré que c'était pas forcément à la faute des logiciels, mais plutôt de la faute des concepteurs, c'est-à-dire de ceux qui réalisent des slides, des PowerPoint. Si vous travaillez sur une template, puis vous respectez la mise en page et l'agencement justement des blocs et des textes, des titres et tout ça, ça marche relativement bien, parce que je suis confronté tous les jours avec ce genre de choses pour certains de nos clients. Et c'est souvent, dès qu'on ajoute un petit truc, un petit gif ou un petit gag ou un bout de texte, qu'on s'y prend pas forcément très bien, mais voilà. Les gens ne lisent jamais les bandes d'emploi, donc. De toute façon, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça, de toute façon. Il ne faut pas faire ça. De toute façon, c'est mal. Ma recommandation, c'est quand on est dans un écosystème, on reste dans cet écosystème-là. C'est-à-dire, vous exportez au final, si vous devez le partager avec quelqu'un en dehors de l'écosystème, mais là où ça va pas marcher, là, je ne m'avance pas du tout en disant ça, c'est si vous travaillez à deux, un sur Word et un sur OpenOffice. Oui, là, ça va. Et que constamment, vous sauvez, ça ne marchera pas. Mais si vous faites tous vos documents dans un monde et puis qu'au final, vous exportez, là, vous aurez un bon résultat. De toute façon, pour partager un document PDF... Exactement, j'allais le dire, et
Comme ça, au moins, vous voyez directement le résultat. Et voilà, ouais. Puis la dernière petite chose que je vais rapporter, ça c'est pour remercier nos amis et collègues des éclaireurs du numérique qui ont parlé d'un article et d'un dossier fait par Le Point. Donc c'est pas forcément un truc tech, hein, c'est du mainstream qui s'est penché sur la question de la suprématie des GAFAM. Très très bien réalisé, ce dossier est vraiment très bien. Alors ne me demandez pas comment je suis arrivé à le lire puisque normalement c'est payant. Mais bon voilà, ça c'est dit. Dans le cas précis, je ne parlerai pas, je ne dirai rien. Dans le cas précis, c'est intéressant de voir que la presse mainstream tout d'un coup se dit ouais là on va travailler le dossier. Ça va peut-être un petit peu secouer les politiques. Alors cette news de voir les Allemands se dire nous on va aller vers l'open source, peut-être que c'est le début de quelque chose. On va peut-être penser différemment son cloud, son stockage, sa sécurité de données. T'as entendu beaucoup de chemin. Mais ça fait 20 ans que c'est le début de quelque chose. Oui, ouais, et puis c'est un non mais là c'était intéressant. Là c'était intéressant, c'est que c'est pas une revue tech, c'est le journal de Monsieur Madame Tout le Monde qui dit hey, les gars, vos politiques ils sont peut-être en train de déconner, parce que c'est vrai que là tu as parlé Marc de lobbying. Dans le dossier, ils disent qu'effectivement, les pétroliers, ils viennent en 3e ou en 4e position. Bruxelles, les Européens sont pieds et poings liés avec ces acteurs qui mettent beaucoup de thunes pour le lobbying. Et puis là, on utilise un terme poli, c'est plus du lobbying, ça ressemble à autre chose. On va passer à autre chose, parce que là on est en train parce que dans un instant on va vous parler de virus, on va vous parler de machin, de complot. Non. Ah bon, d'accord, ok. Le meilleur du web, M comme meilleur du web, Thierry, puisque tu en es un des co-auteurs, co-créateurs. Je ne me voyais pas t'interdire de nous parler du meilleur du web, d'autant plus que chez nous on parle web. Et on essaie de parler du meilleur du web, justement, de manière plus globale. Donc, ça tombe bien, finalement, quelque part, de parler du meilleur du web, ce rendez-vous incontournable depuis 11 ans maintenant en Suisse. Exact. On aimerait avoir le même type de rendez-vous en Belgique ou en France, ou au Canada. Ça existe peut-être au Canada, j'en suis pas sûr. Il y a quelque chose. Il y a eu des trucs au début du web, je me rappelle, au début, tu vois, fin des années 90, début des années 2000, il y avait des initiatives comme ça qui émergeaient. Le meilleur du web suisse est venu un peu plus tard, mais lui, il est resté. Il est toujours là, effectivement. Voilà. Pour faire très court, c'est un prix qui récompense les métiers du numérique, les talents de cette industrie. Et puis effectivement, la naissance de ce prix auquel on a donné vie, Victoria Marchand, ma collègue et moi-même, c'était l'idée de donner un coup de projecteur à ces acteurs, à ces professionnels, à cette industrie, parce que surtout en Suisse, on ne sait pas parler de soi, on n'ose pas, on n'est pas assez fier de ce qu'on sait faire. Donc, on s'est fait, comme on le disait à l'époque, notre festival à Cannes, du numérique ici chez nous. Et puis c'est effectivement une soirée qui réunit les meilleurs acteurs, les professionnels de la branche dans plusieurs catégories. Cette édition était très fournie puisqu'il y avait carrément les 10 catégories qui étaient remplies de projets, puisque bizarrement, depuis quelques années, on avait quelques catégories qui passaient à la trappe faute de projets suffisants. Puis si je vous en parle, c'est aussi pour faire un petit appel du pied peut-être aux Québécois qui nous écoutent, aux Français, aux Belges, puisque la particularité de ce prix, c'est qu'elle peut aussi s'adresser à ces pays si ils ont un client ici en Suisse. Parce que c'est arrivé, la Belgique, il y a eu une agence belge qui a une année gagné un prix pour un client ici en Suisse, donc c'était assez sympa de pouvoir féliciter, remercier une agence web, une agence numérique qui était venue trouver un client ici. On a aussi l'inverse, c'est-à-dire il y a des agences suisses qui ont travaillé pour des clients français. On a eu un très très beau projet pour de la biométrie au travers d'une application pour franchir toutes les étapes de sécurité dans un aéroport. Et ça a été réalisé ici en Suisse pour des aéroports français, par exemple. Et voilà, on a donné vie à cette 11e édition pas plus tard que hier soir. Donc là, mercredi, si vous écoutez tout ça plus tard.
J'ai l'air bien, là, en forme et tout, mais je suis complètement crevé parce que c'était 2h30 de live intense et on s'est bien amusé parce que on a eu du plaisir à distance, puisque voilà, cette année on a décidé de faire 0 présentiel pour pas être frustré, de récompenser comme ça à distance des agences, de les accueillir ou d'atterrir dans leur bureau comme ça par appel vidéo interposé pour leur remettre des prix. Et voilà, c'était très très sympa. Et c'est effectivement, comme tu dis, déjà 11 ans que ça dure. D'ailleurs, c'était la deuxième fois en virtuel. Je sais pas si tu l'as dit. Ce qui est pas évident non plus, parce qu'il faut. C'est quand on a toute une organisation qui du coup durait depuis presque 10 ans et qu'il a fallu tout réinventer pour arriver à garder quand même aussi que ça reste un événement, quoi, même s'il n'y a pas les ski, les petites coupes et les trucs du genre. C'est toujours sympa aussi de réseauter, de rencontrer les gens. J'imagine que c'est comme partout. Bon, là, ça n'existe plus pour l'instant. On en fait un petit peu son deuil et finalement, le résultat peut être au rendez-vous. Oui. En bout de course, c'est pas toujours le cas. Il faut le reconnaître. Il y en a qui se loupent. On sait pas pourquoi, parce qu'ils mettent les moyens et tout. Et puis, la sauce prend pas. Chez vous, vous avez cette chance que la sauce est prise. Je sais pas si Sébastien suit ce genre de rendez-vous de manière générale ou ce genre d'événements qui se sont réinventés, en l'occurrence ici. Tu vois, des trucs qui étaient très présentiels, très réseau, très workshop comme ça, et qui du coup sont numérisés et ont pris une certaine distance. T'as des exemples? Oui, non seulement je les suis, mais je les organise. Oui, c'est juste aussi, pour le boulot. Donc, oui, on a vu ça aussi, certains pivots, certains recentrages sur le en ligne. L'avantage du en ligne pour ce genre d'événements, moi je parle plutôt d'événements corporate, c'est un peu différent, donc c'est des événements d'entreprise vers le client. Quand on est en ligne, l'année passée, à peu près à la même époque, on a pu faire un événement qui a attiré 500 000 personnes, donc on n'aurait jamais pu avoir autant de Ah oui, joli. Sur plusieurs semaines, c'était 500 000 sur 2 ou 3 semaines. Là où les plus gros événements physiques qu'on organise, c'est 60 000 personnes, ce qui est quand même pas mal, mais donc c'était quasiment un rapport de 1 à 10 fois. En revanche, ce qu'on observe très fort, et je suppose que vous voyez la même chose en Suisse, c'est une vraie fatigue de la part de nos clients pour assister à ce genre de webinaires, de présentations, de machins, etc. Le ratio entre les gens qui s'inscrivent et les gens qui participent diminue. Depuis le début, au début du premier confinement, c'était l'explosion, tout le monde était là, il y avait beaucoup plus de monde qu'avant, c'était génial, etc. Et puis maintenant, tout le monde aspire à retourner en présentiel. Ouais, mais j'aime bien l'idée qu'il y a des recettes assez simples à utiliser pour garder cette énergie. Nous, on le dit toujours, c'est une remise de prix, donc ça reste un truc, excusez-moi le terme, un peu boring, pour pas le dire crûment français. Mais voilà, c'est un quart d'heure de gloire. Là, c'est quasiment 2h30 pour celles et ceux qui ont comme ça prétendu à participer à ce prix. Et puis, une des marques de fabrique qu'on a vraiment défendu, on nous l'a critiqué dès le début, c'est que ni les shortlistés ni les gagnants savent si oui ou non ils sont sélectionnés, s'ils ont passé la rampe de la première section, et puis s'ils ont et où gagné. Et donc, de ce fait, hier soir, comme aujourd'hui, on est tombé sous une pluie de remerciements, de félicitations, parce que les gens nous ont quand même avoué, même si c'était long, même si c'était conséquent, qu'ils ont passé une bonne soirée. Il y a des gens vraiment qui se sont fondus de véritables merci sincères. Et puis, grâce à un autre sponsor, on a pu aussi offrir des prix à l'audience. Donc ça, c'était aussi très sympa d'avoir ce côté ludique et puis garder cette énergie. Et puis, à l'image des Come In Mag Live qu'on fait tous les jours avec Victoria, c'est aussi le style, le ton qui fait que... la sauce, elle peut comme ça, peut quand même ça prendre. Et puis t'as raison, moi j'ai vu des exemples chez nos copains suisses allemands ou dans d'autres pays où le truc, au bout de 10 minutes, tu te dis mais c'est quoi ce truc, puis tu vois qu'il y a des gros moyens, il y a des trucs assez importants. Nous on le fait de façon modeste ou pas, mais on veut garder cette authenticité et puis nous on s'éclate. Vraiment on adore faire ça. On s'est dit avec Victoria, quand on peut pas faire un live, il nous manque quelque chose parce que c'est devenu une drogue, quoi. Voilà. Tu as eu tes 7 minutes 29 de... Tu me dois. Alors, attendez, je sors la calculette.
On est comme ça, hein, c'est tout ce compte. C'est terrible. Enfin voilà, un événement à suivre. Si vous avez des événements comme ça que vous avez pu suivre, soit dans votre boulot ou pour des raisons professionnelles, hein, ou soit juste pour s'amuser entre vous ou avec dans des cercles plus larges. Moi j'ai vu ça par exemple dans le sport, dans le fitness, quoi, des salles de fitness qui ont fait des lives à un moment donné pour organiser. Donc le coach était devant sa webcam, il disait allez-y, foncez, machin, etc. Et tous les autres, ils étaient chez eux en train de faire des pompes ou de soulever des chaises ou que je sais pas quoi. Et donc, mais pourquoi pas finalement. Mais oui. Ceci étant dit, c'est vrai que le contact humain est quand même important et voilà, on revient toujours à ça, aux fondamentaux. Mais on sait maintenant qu'on est capable de le faire. C'est ça qui est bien aussi. C'est ça. Et il faut voir comment ça doit évoluer, parce que ça doit évoluer évidemment. On peut passer maintenant à la suite, je pense. La lettre Q, comme Qualcomm, Sébastien, c'est donc voilà. Oui, tout à fait. Non mais merci. Et un peu plus. Et un peu plus. Je vous en mets quand même. Quand Qualcomm bloque ARM. Alors, c'est ce que je disais dans le sommaire de l'épisode 329. Je disais pourquoi Microsoft ne s'est pas lancé à l'instar d'Apple dans un Windows ARM. Et tu vas nous expliquer le pourquoi du comment du parce que de la raison. Il y a la réponse qui est tombée cette semaine sur un site qui s'appelle XDA Developers, qui est un site bien informé en général sur les news développeurs. On a appris grâce à ce site que Microsoft avait un contrat d'exclusivité avec Qualcomm. Donc Qualcomm a décidé de faire un chipset ARM pour Windows. Et c'est pas je fais mon chipset et puis j'espère que Microsoft va développer un compilateur et va porter Windows dessus. Non, c'est vraiment travailler en partenariat avec Windows. C'est de la recherche et développement pour faire des chipsets optimisés pour ce système d'exploitation-là. Et donc, en échange de cet investissement de recherche et développement, ils ont demandé un contrat d'exclusivité qui, selon le site XDA Developers, devrait terminer bientôt. Et ce contrat explique pourquoi il n'y a pas d'autres acteurs qui produisent des puces ARM pour Windows, ou pourquoi Microsoft ne travaille pas avec des Samsung ou d'autres fabricants fondeurs de puces, comme on dit, pour porter Windows sur ARM. Il y a un peu de Windows sur ARM qui tourne, il y a des tablettes Surface, notamment avec des processeurs Qualcomm, mais il se trouve que Qualcomm, même s'il est une société qui fait de très très bons produits, est un peu en retard sur la partie ARM et surtout ARM pour les ordinateurs personnels, puisque Qualcomm fait des puces également de communication, Bluetooth, Wi-Fi et tout. Vous avez probablement du Qualcomm dans votre téléphone sans le savoir. Petit retour en arrière comme j'aime bien le faire. ARM, c'est une architecture, c'est pas une marque, c'est une architecture qui appartient à une société anglaise, en passe d'être rachetée d'ailleurs par Nvidia. Et cette architecture permet de faire des processeurs qui sont relativement efficaces en watts apportés par rapport aux performances, c'est-à-dire qui consomment très peu pour donner le même niveau. Le rendement est très bon. Et donc ce sont des puces idéales pour tout ce qui est sur batterie, et c'est pour ça que vous avez déjà aujourd'hui dans vos téléphones qui sont Android ou iPhone ou autre. Il y a autre chose encore sur le marché, je pense pas. Bref, dans vos téléphones, dans vos tablettes, vous avez des processeurs ARM, mais non seulement sur les portables, sur les smartphones, les tablettes, dans le cloud, ça se développe énormément puisque des fournisseurs de cloud mettent des processeurs ARM sur leurs serveurs parce que ça consomme moins d'électricité, donc ça fait un ratio coût-performance plus intéressant pour leurs clients. Et de plus en plus, on voit, et merci Apple de nouveau pour cela, on voit de l'ARM sur les laptops, sur les postes clients, avec la puce M1 d'Apple et la M2 qui vient de sortir. C'est plus qu'un processeur, hein. Ces puces-là, on le répète, c'est un system on chip, comme on dit. Il y a des GPU, il y a 8, 10, 12 GPU, il y a un CPU multicore, il y a toute la partie connectique, il y a un peu de mémoire embarquée protégée également. Donc c'est plus qu'un processeur. Mais donc, à quand l'équivalent sous Windows et le succès des Apple M1 et M2 maintenant ont l'air de débloquer un peu les choses. Une fois de plus, c'est un contrat d'exclusivité qui malheureusement bloque l'innovation et empêche nous, les clients, de bénéficier de machines performantes qui ont des batteries qui durent beaucoup plus longtemps, au même prix que les machines d'aujourd'hui. Donc on attend que ce contrat se termine pour voir qui sera l'acteur ou qui seront les acteurs avec lesquels Microsoft va travailler pour faire des machines sous ARM Windows.
C'est toujours intéressant de se positionner justement par rapport à, tu en parlais, par rapport au rendement de ces processeurs. Je trouve ça d'autant plus important aujourd'hui, sans prêcher pour la chapelle de l'un ou de l'autre. Je pense que la solution d'avenir en matière d'informatique personnelle, je pense que ça reste des solutions telles que ARM qui te propose de la puissance de calcul avec une consommation la plus faible possible. Je pense que ça va de soi aujourd'hui. Je vois des benchmarks où on dit mais Intel est arrivé avec son dernier processeur à faire mieux qu'ARM, machin, etc. Oui, mais en consommant 20 fois plus. Et en nécessitant des ventilateurs et des machins, etc. Ici, moi, ce que j'entends autour de moi des gens qui ont investi dans du MacBook M1, le ventilateur se met jamais en route. On se demande s'il n'est pas cassé, mais en fait non, on n'en a pas besoin. Tu vois, c'est des arguments comme ça qu'on peut entendre aujourd'hui quand il s'agit d'essayer de faire un peu attention à sa consommation, alors que Thierry a manifestement fait l'acquisition. Non, je rigolais parce que tu dis on peut entendre les arguments, forcément si le ventilateur ne se met pas en route, on les entend d'autant mieux. mais bien sûr, évidemment, un processeur Intel ou AMD est plus performant qu'un processeur ARM, mais maintenant c'est plus un processeur ARM, ce sont des multicorps avec des CPU, etc. Ce sont des bêtes de puissance qui fonctionnent avec très peu d'électricité, et l'empreinte écologique est importante en informatique comme partout ailleurs. Oui, j'avais parlé dans le dernier off des technos. C'est un podcast à part qui s'appelle le off. Si vous cherchez sur notre site lestechno.be, vous allez le trouver sans problème. Et je voulais mettre en avant un site que j'avais trouvé sympa. Alors j'ai pas l'adresse ici, donc vous irez simplement jeter un petit coup d'œil sur cet épisode. Ça ferait quelques vues en plus, quelques écoutes en plus sur l'épisode en question. Mais en gros c'est un site qui parle de low tech, donc de technologie, mais qui consomme peu. Et la personne qui a construit ce site a construit un site avec un serveur qui fonctionne à l'énergie solaire. Bien qu'habitant dans un appartement, et en étant locataire dans un appartement, il a pu installer des panneaux solaires à sa fenêtre, et son serveur est alimenté par les panneaux solaires. Alors il y a une petite jauge sur le site qui vous dit que là, il reste 20% d'électricité. Ça va mettre dans 20 minutes. Ça, c'est l'erreur 404 arrive très vite. Donc, c'est mignon. Mais c'est sympa comme tout. C'est un exercice de style, on est tous d'accord avec ça, mais il y a énormément de gens aujourd'hui qui, et on fera le raccord sans doute avec la van life plus tard, Thierry, si tu veux bien, mais qui ont besoin d'avoir de la puissance de calcul, de l'informatique à bord d'un véhicule, que ce soit une voiture, une camionnette ou même simplement en se promenant dans la nature, et qui ont besoin simplement de l'alimenter avec quelques panneaux solaires. Moins ça consomme, plus on est autonome, et mieux c'est quelque part. Donc c'est ça qu'il faut viser aussi, tout en laissant le choix quelque part aux gens d'utiliser, s'ils ont envie d'utiliser Windows, pourquoi pas, c'est leur problème. S'ils ont envie d'utiliser Apple, pourquoi pas, c'est leur problème. Enfin voilà, que chacun ait accès aux mêmes technologies et ne soit pas obligé de faire des choix un petit peu cornéliens en disant je vais payer plus cher les notes d'électricité parce que je suis sous Windows. C'est quand même complètement con, quoi. C'est voilà. C'est vrai. Je pense qu'on a tout dit sur ce sujet-là. On pourrait en dire plus, soyons clairs. Oui. Mais pas là. On va passer à la suite. Est-ce comme StoryKit ou Suède aussi, nous dit Thierry, quand les Suédois continuent à nous épater. De quoi s'agit-il ? Le sujet un petit peu énigmatique. Oui, c'est fait exprès parce qu'il y avait aussi S comme Suisse, parce qu'effectivement dans cette news, ça aurait pu être le troisième indice que j'aurais pu glisser, parce qu'effectivement, j'ai fait la connaissance d'une autre start-up suédoise avec une belle histoire, celle de StoryKit, et loin de moi l'idée de faire de la pub pour ça. Mais j'étais obligé de vous en parler parce que cet outil, j'en ai rêvé, mais toute ma vie. Et ça y est, il existe. Alors, pour poser le décor, avant de vous dire de quoi il s'agit, imaginez qu'un grand groupe familial de presse suédois, il y a quelques années, a envoyé quelques journalistes faire un cours, probablement sur Adobe Premiere, pour que
en marge des articles qu'ils avaient à produire, à écrire, à rédiger, eh bien, ils se mettent aussi à faire des petites vidéos pour un petit peu pousser ces contenus. Et l'histoire, elle est assez marrante parce qu'en fait, dans le cas précis, cette équipe de journalistes, ils ont suivi le cours, ils se sont amusés, ils ont vite réalisé, hein, c'est un ratio qui existe toujours de nos jours. Pour faire 1 minute de vidéo montée, il faut 1 heure de travail. C'est malheureux, mais ça reste. Alors, je parle pas d'une vidéo TikTok, hein, attention. Je parle d'un truc qui a un corps, qu'il faut travailler, qu'il faut développer. Ouais, je pourrais même préciser que certaines vidéos. Oui, non, c'est vrai que TikTok, il y a de la belle prod. Il y a de la belle prod aussi. Il y en a. Ouais. Pas alors, toujours, mais voilà, je parle pas de toutes les vidéos TikTok. Et du coup, ils reviennent de cette formation, ils se disent, mais ça serait génial de pouvoir aller plus vite, parce qu'ils se sont rendus compte effectivement que ce ratio péjorait le travail de journaliste, d'écriture des articles. Alors, ils faisaient des belles vidéos, ils en faisaient de plus en plus, mais ils faisaient de moins en moins d'articles. Et ils ont eu l'idée de se pencher sur la création d'un SaaS, d'un service en ligne, sur lequel on pourrait poser des éléments textuels, des photos, des vidéos, puis qu'en quelques clics, on puisse les monter. Et ça va tellement loin que le système, en fait, et voilà, il s'agit effectivement d'un outil de montage vidéo en ligne. Et ça va tellement loin qu'en fait, on peut même, quand on crée ce qu'ils appellent un storyboard, une story, vous pouvez injecter une URL. Donc, imaginez que vous avez écrit un article dans lequel vous avez mis des photos, que vous avez un titre, vous avez un chapeau, vous avez un corps d'article. Le système va digérer l'URL et va vous remettre en scène le tout. Alors bien évidemment qu'il y a un peu de fine-tuning à refaire, mais on est bien loin des heures de montage. On a à l'image, pour ceux qui regarderont tout ça sur Internet, on a à l'image l'agrégation de tout ça, avec des effets de texte, d'apparition, et on voit très vite le style de ces vidéos à la Combini, à la Brut, ou les choses comme ça, qui viennent renforcer le coup de projecteur sur un article, sur un sujet de fond, qu'on peut même consommer d'ailleurs sans le son, puisque très souvent on n'a plus qu'à lire ce qu'il y a à l'image. Si vous êtes par exemple dans les transports en commun, ou bien vous regardez vite fait votre smartphone en moins de 30 secondes, voire 1 minute, vous apprenez quelque chose. Et c'est suédois, et on a fait connaissance avec cette société installée à Stockholm, qui va commencer comme ça à aller draguer un petit peu toutes celles et ceux qui pourraient utiliser ce système. Je vous disais que j'en avais rêvé. Il y avait quand même des Français qui étaient aussi sur ce marché-là, avec une solution assez comparable, mais ils vont pas aussi loin que nos amis suédois, comme pour ce qui est justement de l'injection de la matière première, que ce soit, comme je vous le disais, l'URL, du texte que vous envoyez en copier-coller, et qui s'adressait à des grandes marques qui voulaient plutôt créer des petits teasers, des petites vidéos. Là, ce qui m'intéresse et ce qui me plaît dans cet outil, c'est que vous avez un contenu rédactionnel, vous avez un article, vous avez un blog post, vous pouvez le transformer en teaser vidéo pour venir renforcer le coup de projecteur qui amènera peut-être à sa lecture. Voilà, c'est un coup de cœur. Ça s'appelle StoryKit. C'est assez cher, c'est pas un service qui va être, disponible, accessible à tout un chacun, et ça s'adresse clairement aux éditeurs, aux grandes marques, aux annonceurs de grande taille. C'est à la location, c'est mensuel ou annuel, mais c'est juste redoutable puisque tout se fait en ligne. Vous avez juste besoin d'un navigateur et un accès Internet. C'est bien foutu. Je suis certain que y a des gens qui en auront certainement. Je touche mon micro. Qui en auront certainement l'usage. Je voyais Sébastien acquiescer de son côté. C'est vrai que ça peut faire gagner un temps fou. Et pour un résultat qui, en bout de course, a une gueule plutôt professionnelle. Oui. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Bien sûr. Enfin, moi, je suis dans une équipe où on produit du contenu, des blogs, des vidéos sur YouTube, etc. Et puis on les partage sur les réseaux sociaux, et on a des données pour montrer qu'un post sur réseau social a beaucoup plus d'interactivité, de clics, etc. quand il y a une image animée qui joint le truc. Mais voilà, produire une image animée, c'est énormément de travail, et donc chacun dans son coin, on est 20-30 dans mon équipe en Europe, chacun dans son coin, on joue un peu avec PowerPoint, on exporte des gifs animés, des trucs comme on peut, mais c'est du bricolage, quoi. Si on pouvait avoir des outils comme ça, qui en donnent un rendu consistant et professionnel, ça ferait gagner beaucoup de temps à tout le monde.
il y a Adobe a des outils qui fonctionnent plutôt pas mal et qui sont. Alors tout ça c'est très bien, mais c'est souvent très, comment on dit, template, c'est-à-dire que c'est ça. On peut très facilement retrouver le même design chez le concurrent, par exemple, ce qui est quand même toujours un petit peu gênant. Donc tu parles de Adobe et c'était Spark Video. Il y avait Quick aussi chez GoPro. Je les ai tous testés ces trucs. Puis c'est vrai. Alors t'as entièrement raison. On tombe très vite dans le travers de se dire on a tous le même truc, la même template. Là, ça va très très loin puisqu'on peut créer la template et puis pire encore, elle a un ID qu'on peut après injecter. Donc si on a envie de faire un copier-coller d'un style, ça peut s'en référer. Puis le truc génial, mais qui existait aussi sur les autres plateformes, en un clic, on en fait une version landscape, portrait, carré, sans tout refaire. C'est juste dément. Et puis ce que tu disais, Sébastien, en quelques clics, si t'as pas envie de downloader puis après partager, tu peux directement partager depuis la plateforme. Donc là, les soucis de bande passante sont plus du tout un frein. Intéressant, tout le monde va pas pouvoir se l'offrir, mais ça peut en tout cas, ne serait-ce que voir ce qu'ils font, les résultats. Il y a plein de clients qui ont laissé les vidéos à disposition sur leur site. On peut voir ce qu'ils sont capables de faire. Ça peut donner des idées, simplement. C'est toujours intéressant de se nourrir de ce qui se fait ailleurs. C'est des tendances aussi qui peuvent être intéressantes. On passe à la suite. On arrive tout doucement à la fin de cet épisode 329 et à la fin donc de l'abécédaire avec une lettre comme la lettre V par exemple, ça semble assez logique. V comme ce serait embêtant si on était à la lettre C par exemple. Là on se dirait oulala, ça va durer. V comme Van Life forcément puisque Thierry est avec nous. Là aussi c'est un contrat que j'ai avec lui. Il doit pouvoir parler le meilleur du web, la Van Life, le chocolat, les vaches, les montagnes, les remontées mécaniques, et le café surtout. Une application mobile qui te permet de camper légalement, ça c'est toujours un problème quand on est en van life, on vadrouille de manière générale, pas qu'en van life d'ailleurs, c'est de trouver l'endroit où on va pouvoir camper sans être soit sur le terrain de quelqu'un ou sur un terrain public ou pour camper légalement pas se faire arrêter par la marée chaussée. C'est un couple de Bretons et c'est une blague. J'avais très envie de... Non, pas du tout. Ça a commencé comme une blague. C'est un couple de Bretons qui... C'est vrai que ça aurait pu commencer comme ça, mais c'est une idée toute bête qu'ils ont eue et que j'avais très envie de tester. J'ai pu enfin l'éprouver parce que ça fait quelques temps que je m'étais inscrit à Camping Car Park, c'est son nom. C'est à la fois une application, à la fois une carte de membres que vous pouvez conserver à bord de votre véhicule ou sur vous, et c'est surtout une ribambelle de spots en France, mais on parle chez Camping Car Park d'étendre ça à d'autres pays d'Europe, de spots sur lesquels vous allez pouvoir vous poser légalement. Alors moi j'ai fait l'expérience en plein mois de novembre, donc autant dire qu'il y avait de la place, les endroits normalement très fréquentés en haute saison, là sont beaucoup plus faciles d'accès, il y a beaucoup moins de touristes, mais empêche que en marge de tout ça, il n'y a pas de camping ouvert, c'est généralement fin octobre que la plupart des campings estivales se retrouvent comme ça à fermer, à refaire un peu de réfection, de choses comme ça. Donc il vous reste Park Fortnite, il vous reste les aires de service qui sont pas toujours très accueillantes, et puis peut-être se poser chez l'habitant avec France Passion pour parler de la France. Puis entre deux, il n'y avait pas forcément de solution, et ils sont venus avec une idée toute bête, c'est d'aller voir les communes, les villes, les villages, pour se dire, écoutez, vous vous occupez du terrain, on le légalise, on l'équipe, vous occupez de l'entretien, et nous on le fait tourner, et puis on se partage les revenus. C'est ce qu'ils ont fait avec des tonnes de communes en France, et là j'ai fait le test dans les Landes. On y mange très bien, on y boit très bien aussi. Fin de la parenthèse touristique. Et du coup, on peut même réserver sa place. Autant dire que là, c'était pas nécessaire. J'ai trouvé un spot où il y avait plus de 40 places. C'était amusant parce que c'était à côté d'un camping qui était, lui, fermé. Alors là, par exemple, sur ce spot, on vous dit qu'il faut pas camper. C'est-à-dire, vous sortez pas votre toile de tente, vos chaises, vos tables. Vous jouez le jeu de rester dans votre véhicule. Mais vous pouvez vous raccorder à l'électricité, vous avez une aire de service pour refaire le plein d'eau, vous pouvez faire vos vidanges, vous avez même du Wi-Fi, en l'occurrence c'était celui du camping d'à côté qui faisait partie du package qu'on vous offre.
Vous arrivez avec votre carte, vous passez ça devant l'automate, la barrière s'ouvre, vous choisissez votre place, vous faites 1 de nuit, et puis au sortant, vous réglez les nuits supplémentaires que vous auriez par exemple pris. Tout ça est fait avec une carte que vous pouvez recharger même sur place, bien évidemment, avec une carte de paiement, une carte de crédit. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'effectivement, sur ce spot où il y avait plus de 44 ou 46 places, c'était génial parce que c'était sous des arbres, ça ressemblait à une aire de camping assez sympathique. On était 4 véhicules de loisirs. Et je me suis senti un peu comme d'une famille. Ah tiens, toi tu en es et tout. C'était assez agréable. Et j'ai trouvé ça propre, bien entretenu. Alors vous n'avez pas de camping, vous n'avez pas, je veux dire, ce que vous avez dans les campings, les douches, les WC, les choses comme ça. Vous vous débrouillez avec les campeurs, votre autonomie et les campeurs, voilà. Et puis ça coûte beaucoup moins cher. Ça coûte effectivement beaucoup moins cher qu'une nuit au camping. Donc Camping Car Park, c'est le coup de cœur. Et puis pour le coup, vous recevez une carte et un accès à l'application. Et pour le prix, vous avez même une carte physique en papier pour les amoureux de la carte qu'on déplie sur le capot, par exemple, pour trouver son chemin. C'était une belle expérience que je vais rééditer pour voir si le réseau est tout aussi bien fourni. Petit bémol, petite parenthèse, c'est pas toujours aussi bucolique. Ça peut être une place de parc bien bitumée, propre, sécurisée avec la barrière, sur laquelle vous allez trouver effectivement peut-être une aire de service également et du courant électrique. Mais voilà, vous avez au moins la possibilité de laisser votre véhicule, voire même d'y dormir, tout en allant visiter le village ou la ville dans laquelle vous allez vous déplacer. Une application pour le smartphone, sympatoche pour ceux qui sont en vadrouille, que ce soit en camping-car, en van, en ce que vous voulez, ça peut être une solution. Pourquoi pas ? Il y en a de plus en plus. J'ai l'impression des solutions, ça a le vent en poupe. C'est un appel à la liberté peut-être aussi qui est lancé. On peut passer à la suite. Et on va terminer cet épisode avec W comme Wish, avec un souhait. Oui, quelque part. C'est Wish qui ne va plus apparaître dans les résultats de recherche, du moins sur les moteurs de recherche quand vous vous trouvez en France, si je dis pas de bêtises, Sébastien. Alors Wish, c'est quoi ? Wish, c'est un site d'e-commerce américain créé à San Francisco il y a une dizaine d'années, États-Unis, qui permet de vendre plein de choses pour pas cher, et c'est un peu là qu'est le problème, parce que c'est vraiment plein de choses, c'est vraiment pas cher, tellement pas cher que c'en est à la limite du légal. C'est beaucoup d'arnaques, beaucoup de consommateurs qui se plaignent parce que ce qu'ils ont commandé, ça correspond pas à ce qu'ils ont vu. On a vu une grande photo comme ça, et puis en fait, on a un petit truc comme ça. Il y avait un gars qui avait fait une vidéo sur YouTube pour montrer son truc. Il avait acheté les anciens radiocassettes. À l'époque, c'était les cassettes Ghetto Blaster. Vous voyez qu'on voyait dans les films des années 80 où on portait ça sur l'épaule, machin, etc. Et il envoie un sur Wish. Il reçoit la publicité. Il dit je vais en acheter un, ça va être génial, machin, etc. Et le truc qu'il a reçu mesurait 5 cm de large sur 3 cm de haut. C'était juste une arnaque. Mais elles sont terribles. Oui, mais ceci étant dit, pour les 8 € qu'il avait payé, il en avait pour son argent. Voilà. Non, il y a des trucs. J'ai vu des casques pour pigeons, quoi, ou pour poules. Enfin, c'est des trucs complètement débiles. Et dangereux. Voyageurs. Non, pour les pigeons voyageurs, peut-être pour les pigeons voyageurs. Mais dangereux aussi. On parle de jouets qui sont pas du tout aux normes, etc. Ça, on rigole, mais c'est vraiment c'est de la merde, quoi. C'est ça, c'est là en venir. Dans le meilleur des cas, c'est une arnaque, et dans le pire des cas, le produit peut être dangereux, notamment avec des petites pièces qui peuvent travailler ou démonter pour les enfants. Et donc, des consommateurs français ont saisi les autorités. Les autorités, dans ce cas-ci, ça s'appelle la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Ah, bah oui, la DGCCRF. Exactement. Ah bah oui. Son petit nom. Qui a donc mis en demeure Wish de se mettre en conformité avec le règlement français. Ceux qui ne l'ont pas fait, évidemment, c'est une société américaine. C'est quoi la DGCCRF ? Et donc là, maintenant, ils passent à la vitesse supérieure, la DGCCRF, et ils ont demandé aux principaux engins de recherche de déréférencer, c'est pas facile à dire ni à écrire, essayez, vous verrez, déréférencer Wish des engins de recherche. C'est-à-dire que si vous tapez Wish, vous n'aurez plus Wish.com en premier résultat de recherche. Est-ce que ça va bloquer le site ? Non. Est-ce que vous tapez wish.com dans votre barre d'adresse, vous allez toujours accéder au site ?
Oui. Quelles sont les étapes suivantes? Wish a déjà annoncé qu'ils allaient, je ne veux pas dire porter plainte, mais en tout cas négocier, enfin pas négocier, mais faire recours. C'est ça, faire recours. Merci, c'est le mot que je cherchais. Entamer un recours juridique contre cette décision qu'ils ne comprennent pas. Cette décision est tout à fait révocable, dit la DGCCRF. S'ils se remettent en conformité, ils seront de nouveau référencés. Et en revanche, s'ils ne le font pas, ils pourraient aller un cran plus loin en même bloquant au niveau DNS ou autre moyen l'accès depuis la France. Pourquoi j'ai relevé ça? Parce que c'est la première fois qu'une autorité dans un pays de l'Europe de l'Ouest demande le déréférencement d'un site qui ne répond pas à des critères de consommation. Il y a déjà eu des sites clairement illégaux, ceux qu'on trouve sur le dark web, etc. Ouais. Mais là, pour des plaintes de consommateurs, c'est la première fois en Europe. Je dis en Europe de l'Ouest parce que en Russie, en Chine, enfin, c'est pas l'Europe, mais bon, il y a déjà eu évidemment des cas similaires. C'est la première fois que en Europe, l'Europe continentale, l'Europe de l'Ouest, l'Europe politique, un pays fait ça et ça pourrait faire tache d'huile. Souvent, c'est au niveau de la douane qu'on agit quand des produits arrivent sur le territoire européen, mais ils procèdent par coup de sonde, évidemment. Ils ouvrent un colis en disant peut-être que là-dedans, et puis ils tombent sur la pluche qui est dangereuse pour les enfants parce qu'il y a des trucs qui se détachent ou des trucs comme ça. Et bon, voilà. Ici, c'est à la source. On bloque la source du très maladroitement aussi, parce que c'est juste les gens qui tapent dans Google, ceux qui tapent wish.com dans leur barre d'adresse, ils y accèdent. Moi, Wish, je l'ai jamais touché. Moi, je l'ai toujours vu parce qu'ils achètent énormément de publicité. Wish, on les voit partout sur Instagram, sur les réseaux sociaux, machin, etc. J'imagine que ça, on va continuer à les voir, du coup. Donc, ça va pas stopper grand-chose. Je relève, dans l'article de France Inter que tu as relevé, je relève, moi, une phrase. 90% des appareils électriques analysés étaient considérés comme dangereux. 90% étaient considérés comme dangereux, ainsi que 62% des bijoux fantaisie. Un bijou dangereux, 62%, il faut le faire quand même. Et 45% des jouets, à l'approche des fêtes, ne faites pas d'économie quand vous faites des cadeaux à vos proches. Achetez des produits de qualité, préférence fabriqués près de chez vous, si c'est possible. Et puis il y a un autre souci avec Wish. Et tout ce que je vais dire n'est pas du tout pour vous motiver à le faire, mais si vous tapez Netflix, si vous tapez, je sais pas, Spotify, si vous tapez Disney+, dans le moteur de recherche de Wish, vous allez trouver des trucs un peu pas du tout légaux, voilà. Ouais, en plus, c'est clairement maintenant aussi un gros problème chez eux. Enfin, on va dire merci. Oui, l'amertume d'une mauvaise qualité reste bien plus longtemps que la douceur d'un petit prix. C'est un adage dont il faut se souvenir quand on achète quelque chose. Et la mélodie, ça faisait l'amertume. Ah non, c'est pas ça. On salue nos amis de la DGCCRF, les DGCCRFiens, parce que voilà, ils ont fait ils essaient de faire du bon boulot et on les encourage à poursuivre dans cette voie. J'ai presque envie de dire. On a fait le tour de Wish. Je pense que Wish. C'est bon. Pardon. Et voilà pour conclure cet épisode 329. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout, parce que si vous êtes arrivé ici, c'est que vous avez eu la patience de tenir si longtemps. 1h06, 66 minutes de patience pour juste écouter le générique de fin et voir mes petits camarades vous dire au revoir avant de vous dire bonjour dans le bonus, parce qu'évidemment ils ont encore plein de trucs à dire et on va enregistrer un bonus que vous allez découvrir prochainement, donc n'hésitez pas à le consommer et à le partager vous aussi. N'oubliez pas également les likes, les étoiles, etc. Si vous voulez, je n'oblige à rien, c'est notre seul petit salaire à nous. On ne propose pas de lien d'affiliation pour des produits dégueulasses, machin, etc. Non, nous on demande des étoiles, on est comme ça. Voilà. N'hésitez pas à partager ça aussi dans vos réseaux sociaux avec vos amis si vous avez des amis. Nous, on se dit à très bientôt et voilà. Et portez-vous bien, prenez soin de vous et prenez soin des autres également. À très bientôt. Salut. Ciao.